Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale après les funérailles de Thérèse. Maman Thérèse a été enterrée samedi. Vous avez sûrement vu le petit reportage que j'ai fait. Puis là, je voulais tourner l'émission spéciale dans la même église. J'ai trouvé cette église magnifique. J'ai trouvé que l'architecture était extraordinaire, puis que ça valait peut-être la peine de... Là, je suis allé voir le curé ce matin. Et croyez-le ou non, toutes les portes sont verrouillées. D'abord, vous avez vu à la fin du vidéo, en fin de semaine, quand j'ai refait la diffusion du mini-reportage, les portes sont chaînées par l'intérieur, cadenassées. Et puis, on peut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de vandalisme, il y a eu beaucoup de choses dans nos églises. Il y a eu beaucoup de gens qui sont mal intentionnés. Sauf que, si on veut aller se recueillir, comme là, en l'occurrence ce matin, j'aurais aimé, je sais qu'il n'y a personne dans les églises le matin de la semaine, j'aurais aimé aller tourner là-bas. Alors, je suis allé, je me suis rendu, puis je fais le tour, les portes sont barrées. Fait que là, je vais voir le curé au presbytère. Là, je lui demande pour aller dans l'église, pour utiliser l'église, étant donné que, d'après moi, il n'y avait personne. Il me répond, ben non, l'église n'est pas libre. J'ai dit, pardon, monsieur le curé, l'église n'est pas libre? Non, il dit, une affaire de même, monsieur, il dit, il faut faire ça 2 semaines à l'avance. Hey, moi j'ai connu le temps où les églises étaient ouvertes. Premièrement, on ne devrait pas barrer une église. En cas de conflits mondiaux, simplement en cas de guerre civile, toute personne peut aller se réfugier dans une église. Il y a une éthique pour ça. Il y a un code pour ça. Toute personne peut aller se protéger dans une église. C'est le devoir de l'église de prendre la protection de cette personne-là et d'accueillir les fidèles. Fait que, malheureux d'apprendre que au niveau du diocèse de Québec, ça fait dur un petit peu ce niveau-là. Ça fait vraiment dur. Puis là, le curé me dit, non, c'est pas possible. Faut préparer ça 2 semaines d'avance. Hey! La foi n'attend pas. Je me serais installé dans un petit coin, j'ai mon éclairage, j'ai tout, là. Non, pas moyen. J'ai eu l'impression de le déranger. En fin de semaine, c'est pareil, j'ai essayé d'y parler après. Il est toujours comme une queue de veau. Je peux comprendre, il y a 2 paroisses. Hey, en campagne, ils ont 3 puis 4 paroisses. Sont-ils toutes de même? Ça m'avait l'air d'un bon curé au départ, mais je suis très, très déçu de voir comment est-ce que Dieu nous accueille dans sa maison. La maison de Dieu devrait être ouverte à tous. Moi, j'arrive, je prends la peine d'aller le rencontrer, je prends la peine d'y demander la permission. Ah, il n'y a pas de sacristain, j'ai pas besoin de sacristain. Ah, il dit, moi, je ne serai pas là, je m'en vais. J'ai pas besoin de personne non plus, je vais m'installer dans un petit coin. Je vais faire ma petite affaire dans votre église, puis j'aurais aimé ça, être dans l'ambiance du lieu de culte. Pour vous faire cette émission-là ce matin. Alors là, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de moyenner, j'ai dit, OK. Ah, il dit, prenez rendez-vous, on va en parler. Non, j'ai dit, Dieu ne veut pas. Si Dieu avait voulu, si ça avait été destiné que je le fasse dans votre église, bien à ce moment-là, ça se serait réalisé. Vous m'auriez ouvert les portes, puis vous m'auriez accueilli à bras ouverts. Au lieu de ça, vous m'accueillez à bras fermés, vous barrez votre église. Alors, les fidèles ne peuvent pas aller se recueillir. En contrepartie, si je veux, je vais à la mosquée n'importe quand. J'ai beaucoup de choses à reprocher aux musulmans, entre autres, quand on parle des cas de tout ce qu'il y a eu au niveau du terrorisme. C'est pas tous des terroristes, mais la porte de la mosquée est toujours ouverte. Je peux aller voir l'imam n'importe quand. Justement, ces temps-ci, je lis le Coran parce que j'ai quelque chose à préparer là-dessus. J'ai quelque chose à préparer, j'ai un document à remettre à un imam d'une certaine mosquée au Canada. Je suis en train de préparer un document, puis un mémoire, puis je veux pas m'enfarger dans ce que je dis. Fait que je rentre. Pas besoin de cogner au presbytère, là. J'ouvre la porte de la mosquée pour m'accueillir. Fait que les musulmans, là, sont plus accueillants que nous autres. Allah est toujours ouvert. Jésus, dans son Église, pour ce qui est de la religion catholique romaine, est fermé au Québec.
J'avais l'intention de faire une émission spéciale sur cette église et cette paroisse, mais je ne la ferai pas. Je suis trop déçu de l'attitude du curé. Fermeture d'esprit totale. Fait que venez jamais me dire que Dieu nous accueille, là, parce que je vais vous ramasser. Si Dieu nous accueille, il m'aurait permis de faire justement mon émission sur les lieux. C'est drôle, là, je vais voir l'imam à la mosquée, puis lui, il sera bien heureux de m'accueillir. Sauf que c'est une émission qui est basée sur Thérèse, donc qui n'est pas... t'es pas musulman, là. Fait que je serais mal vu, je pense, que de faire ça à la mosquée. J'ai téléphoné à la mosquée pour le fun. L'imam, ben, il dit, viens-t'en. C'est-tu possible que les musulmans soient plus recevants, que les musulmans aient dépassé l'accueil de nos communautés, de nos institutions religieuses catholiques romaines? C'est-tu possible qu'on fasse pitié au point que les musulmans soient plus ouverts à l'accueil? Ce matin, la mosquée est ouverte, l'église catholique Saint-Sauveur est fermée, les portes sont verrouillées. Comme je vous dis, je peux comprendre, là. Mais moi, je m'en vais y faire une demande directement. Qu'est-ce que ça aurait été de m'ouvrir la porte, de me permettre de faire mon émission dans cette belle atmosphère religieuse, avec tout ce que ça implique. Alors, je vais envoyer un lien vers cette vidéo-là au diocèse de Québec pour lui démontrer que je suis à la porte de l'église un matin, dehors. La maison de Dieu, la maison de Jésus, est barrée. Pour moi. Alors, ça fait dur. Alors, j'en viens à Thérèse. Thérèse a été enterrée samedi. Je vous avais parlé d'une émission spéciale avec des anecdotes. J'ai une couple d'anecdotes à vous conter. C'est attendu qu'au funérailles, j'ai constaté que le fils à Thérèse, Jean Drago, Dieu soit loué, est encore vivant. Thérèse recevait les gens dans son logement en dernier, jusqu'à tout récemment, je crois. 2 semaines avant sa mort, peut-être même 1 semaine avant sa mort, les gens y allaient. Et puis là, ben, le petit Michel a tellement filtré de monde que j'ai appris que même la famille à Thérèse, la famille proche, c'est-à-dire ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, n'étaient pas capables de l'avoir. Il n'était pas au funérailles, je vous jure, mesdames, messieurs, parce que je te l'aurais ramassé, pas à peu près. C'était d'ailleurs dans mes intentions. Je l'aurais ramassé d'une façon polie, puis je pense qu'il devait s'attendre à ça. Je te l'aurais ramassé, vous n'avez pas idée, mesdames, messieurs. C'est pas correct ce qu'il a fait là. Puis la famille à Thérèse, sa propre famille, était dans l'impossibilité de la voir. J'aurais dit, écoutez bien, Michel, j'aurais dit, vous, là, c'est ça que vous vouliez, Michel, que je la voie dans sa tombe? Ben, c'est fait. Vous m'avez empêché de la voir. Alors, je vous dis merde. C'est ça que j'aurais dit à Michel, puis je te l'aurais rapplombé bien comme il faut, là, devant tout le monde. Parce que ce gars-là, devant tout le monde, a empêché moi et plusieurs autres personnes, incluant la famille immédiate de Thérèse, de la voir. Je ne pouvais plus voir Thérèse. Moi qui étais proche d'elle, qui était un grand ami de Thérèse. Je me suis tanné, puis j'ai arrêté d'y aller tout simplement, puis jusqu'au moment où elle meurt, puis je la vois dans sa tombe. Heureusement, merci à Jean. Merci à l'ensemble de sa famille qui ont permis qu'elle ait des funérailles traditionnelles. Ceux qui disent que j'ai mis une tombe sur Internet, il y en a qui trouvent donc ça épouvantable, une tombe sur Internet. C'est quoi que les gens ont comme tabou, avoir une tombe? Une tombe, c'est une tombe. Puis c'est une façon de se rappeler que la personne qui est dedans, qui est exposée, au lieu d'avoir une tasse à café ou une jarre à biscuits avec de la cendre dedans, j'aime bien mieux voir le corps. Oui, t'es pas reconnaissable. Oui, elle a changé, je suis d'accord. Mais au moins, j'ai pu la voir. Puis je pense que ça, c'est important dans le deuil. Ça fait partie du deuil d'être capable de voir le défunt. Chapeau à la famille. L'église Saint-Sauveur,
Thérèse est native de Saint-Sauveur, alors elle a pris des arrangements, des pré-arrangements funéraires, pas à peu près, il y a 35 ans. Sauf que j'ai trouvé que le curé était bizarre, décevant, très décevant de voir ce curé-là qui, en tout cas, si vous voulez, c'est lui qui est là, c'est lui qui est le boss, puis il a décidé de ne pas ouvrir la porte du temple de Dieu à certaines personnes, dont moi en particulier, à la paroisse Saint-Sauveur, paroisse, en plus de ça, dont je fais partie. Très décevant. Alors là-dessus, je continue, puis je vous dis que je suis au salon, puis je rencontre les gens, je rencontre le fils à Thérèse, que j'étais très heureux de voir, puis je pensais qu'il était décédé, là, je ne l'avais pas vu depuis des années. Et puis là, j'aperçois Gilles Réaume. Gilles Réaume, c'est un type qui était là, qui chantait. Il était barman, puis le gars, il est beau. C'est un gars, là, OK? Moi, je suis pas un gay, là, mais si je deviens gay, là, c'est un maudit beau gars à avoir d'un couple, là. À avoir comme chum, là. Puis là, il est beau, puis il mesure au-dessus de 6 pieds, puis il est charmant. Puis il dansait avec les madames. Puis là, les madames étaient toutes crampées sur lui, toi, puis il rêvait d'aller coucher avec lui, hein. C'est vrai, il est beau, le gars, là. Pensez ce que vous voudrez, là. Quand quelqu'un est beau, il est beau. Pas dire qu'il est laid quand il est beau. Ah, toutes les femmes étaient crampées dessus. Il était homosexuel. Quand les gens s'apercevaient de ça, ils disaient, ben, voyons, tu parles d'un gaspille. Puis il était là. Il avait un beau collier en or dans le cou. Puis j'y ai dit dans l'oreille, j'ai dit, Gilles, je sais que ça se dit pas à un homme, mais t'es beau. Il s'est mis à rire. Parce que je sais qu'il est gay, là. Tout le monde le sait qu'il est gay. Ben, tout le monde qui était habitué d'aller là-bas, puis à se faire servir par Gilles. Puis Gilles, il a une voix extraordinaire. Puis dans l'autre émission, j'étais plus émotif un peu. C'est normal, Thérèse venait de mourir. J'ai dit que Céline Dion, c'était de la merde à côté de ça. C'est pas ça que je voulais dire. Je me reprends un peu là-dessus parce que Céline Dion, c'est pas de la merde. Ce que je voulais dire, c'est que Céline Dion n'a pas de voix à côté des chanteurs qu'on avait à Grande-Hermine. Céline Dion, sa voix, là, c'est rien. C'est un souffle à côté des chanteurs qui venaient à Grande-Hermine. Alors, c'est une comparaison parce que Céline s'est améliorée. Au début, en 84, quand elle est allée chanter au Stade olympique pour le pape, moi, j'ai encore les enregistrements de ça, ça fait dur, là. Elle n'avait pas une belle voix pantoute, là. Elle a pris des cours, elle s'est améliorée, j'en conviens. Mais Gilles Réaume, là, c'est un homme, OK? Il a une voix avec beaucoup plus de prestance et de puissance que Céline. Danny Tavara, un autre gay, quelqu'un qui venait de temps en temps, il était en couple, lui. Fait qu'il venait avec son tapette, puis il rentre dans le bar, puis là, il se place, puis il commence à danser sa piste de danse, puis à se frencher. Puis le patois à Thérèse, c'est ça, je ne l'avais pas dit, mais le patois à Thérèse, c'était bout de Christ. Fait que là, moi, je travaillais là, fait que souvent, j'étais avec elle dans le bureau, puis là, ben, Danny se mettait à danser avec son chum. Ça fait que Thérèse, elle disait, bout de Christ, les tapettes qui se frenchent à la piste de danse, j'haïs ça. Là, ils mettaient des records dans l'orthophonique, des 45 tours dans le temps. L'orthophonique, ben, c'était le Q-Box du temps. Un gros appareil qui était plus large. D'habitude, c'était étoile, puis c'était en hauteur. Nous autres, notre appareil était plus large que haut. Il était pas haut, il y avait peut-être, moi je vous dirais, 3 pieds et demi, puis c'est un appareil assez large. Fait qu'il prenait de la place dans le coin de la piste de danse. Fait que, à un moment donné, le musicien arrivait, puis là, Danny se mettait à chanter. Danny Tavara avait une voix extraordinaire. Danny Tavara, malheureusement, je ne l'ai pas vu là, il est peut-être décédé. Et là, souvent, on a parlé des bines, et les gens ont parlé des bines aussi sur le Journal de Québec. Il y a eu une petite discussion au niveau des commentaires. Puis moi, à un moment donné, je voyais que ça allait sur quelque chose qui n'avait pas d'allure. Puis j'ai dit tout simplement une phrase qui est comme ceci. J'ai dit oui, les bines à Jules, son beau-frère. Puis il était bonne anti-péché. Des collines de bonnes bines, là, comme on dit, là. Puis le ragoût. Il y avait des bines, du ragoût, de la lasagne. Mais là, on parlait plus de ragoût sur le journal. Puis là, c'est là que j'ai dit, oui, le ragoût de Jules, son beau-frère. Jules est décédé. Je l'ai appris. Je pensais bien de le voir là.
plus jeune que Thérèse aussi. Fait que Jules et Yolande, la femme à Jules, sont décédés. Alors, ça m'a donné un moyen coup de vieux, là. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont décédés que je pouvais l'imaginer. Alors, la cérémonie s'est déroulée à l'église. Vous avez vu sûrement le reportage. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ça a été publié le lendemain des funérailles de Thérèse. J'ai vu Nina. Je te salue, Nina, en même temps, dans ma liste d'amis. Ça, c'est la petite fille d'une dame qui venait là. Diane, qui était calculée comme une prostituée. Sauf que Diane n'était pas seulement qu'une prostituée, elle était la blonde agent aussi. Puis Diane, ça a toujours été quelqu'un que moi, personnellement, j'ai estimé beaucoup. Diane était drôle, était comique, elle vivait dans le bois, un peu comme moi je vis aujourd'hui dans le bois. Et puis, elle a élevé ses 2 enfants dans le bois. Après ça, la petite est venue au monde. Elle a eu une 3e enfant, qui est une belle petite fille, qui aujourd'hui est dans la vingtaine, je crois. Elle était là aussi. Fait que 2 belles filles et un beau gars. Puis Diane, c'est une madame qui a eu des problèmes dans la vie. Puis c'est une madame qui avait besoin d'aide. Puis Thérèse a toujours ouvert sa porte. Thérèse n'a pas fait comme le curé là, de la paroisse. Sa porte était toujours ouverte pour Diane. Puis Dieu sait que Diane avait besoin d'aide, puis Thérèse était toujours là, puis elle était contente de l'être. Puis Diane a travaillé dur. Je n'ai pas pu la voir. J'aurais aimé ça qu'elle vienne, mais à cause de conflits interpersonnels avec certaines gens qui étaient présentes là, elle n'est pas venue. Je trouve ça triste, parce que j'aurais aimé ça la voir. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas vu cette personne-là. Sauf que les 3 enfants de Diane étaient là. Des beaux enfants, merveilleux, puis ils étaient contents de me voir. Fait que Nina, je te salue. Très content, c'est elle qui m'a reconnu. J'avais des lunettes soleil en plus. C'est elle qui m'a reconnu. Mon intention est de faire des capsules. De temps en temps, je vais faire des capsules sur Thérèse avec des anecdotes. Alors, il y a d'autres anecdotes, plus drôles encore, que moi seul, je sais, parce que j'étais avec Thérèse tout seul au moment où ces choses-là sont arrivées. Ça aurait pu virer au drame, là. Puis la nuit, ben, après la fermeture du bar, ben, moi et Thérèse, on était tout seuls dans la place. Il est arrivé à un moment donné 2 choses, 2 hold-up. Des hold-upeux. Puis je vais vous le compter dans d'autres capsules. Mais je vais faire des capsules de temps en temps sur Maman Thérèse, sur la Grande Hermine et sur le fameux logement qu'on disait bar clandestin. Mais une en terminant, une anecdote qui m'a fait mal personnellement. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'aller directement voir le directeur de police. Alors j'ai sauté par-dessus le comptoir de la réception de la réceptionniste. Je suis entré directement dans le bureau du directeur. J'ai pris le coup de poing sur la table et j'ai dit, ça va faire. Ça coûte cher votre histoire, puis vous allez y redonner son piano. La police était rentrée dans son bar clandestin, qui était son logement, puis on saisit son cadeau de mariage, son piano. Mais faut-tu être chien? Faut-tu avoir pas de cœur? Parce que ça avait servi au profit du bar, bien on saisit le piano. D'ailleurs, si vous avez un bar clandestin, arrangez-vous pour vous acheter un frigidaire pas cher pour la bière, parce qu'ils saisissent le frigidaire dans lequel la bière a été contenue. Parce que ça devient un outil qui a servi aux fruits du crime. Je vais le faire. C'est-tu possible? Thérèse recevait du monde. Les gens payaient la bière pas cher, je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre émission, si vous l'avez écouté. Ils ont saisi son cadeau de mariage, qui est un vieux piano droit, genre le petit modèle, là, un genre de petit Baldwin, mais au lieu d'être à queue, il était à droit. Beau petit piano, j'ai transporté d'ailleurs quand elle a déménagé de la Grande Hermine, quand on a fermé le bar. C'est moi qui l'ai transporté avec Jean-Louis Plourde, un déménageur. Ils ont saisi, c'était son cadeau de mariage. Ils ont saisi son piano. La police de Québec, vous avez tout mon dégoût. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de compassion. Puis Thérèse était un mal nécessaire, je l'ai toujours dit, comme le magasin de potes, puis m'a toujours défendu ça. Vous ne me ferez pas changer mes paroles là-dessus.
très décevant que vous ayez saisi son piano. Alors, je vais vous conter d'autres anecdotes. De temps en temps, je vais revenir en force. Là, je termine l'émission en vous disant quelque chose. Un ami m'a conseillé de vous en parler. Les sanglots me montrent à ce moment-là, parce que je suis ému, évidemment, que Thérèse est décédée. À la fin du reportage d'en fin de semaine, si vous remarquez, je voulais suivre la tombe jusqu'au corbillard. Puis c'est comme s'il y avait une force qui m'avait arrêté dans le hall d'entrée, c'est-à-dire entre les deux grosses portes de l'église. Je n'étais pas capable d'aller plus loin. On m'a fait signe, si vous remarquez, on me fait signe, voici les images présentement, on me fait signe de passer. Mais je suis plus capable. Fait que je dis aux gars, aux employés de la fabrique, mais fermez les portes, fermez les portes. Puis là, je les ai filmés en train de fermer les portes. Tout ça pour symboliser la mort. Thérèse s'en allait, puis nous, on reste. Alors Thérèse est partie, puis je me suis senti comme pas le droit d'y aller. Puis là, il y a les deux employés du clergé de cette paroisse qui verrouillent la porte. Puis symboliquement, je me suis senti comme orphelin. Je me suis senti, on reste sur la terre pendant que les âmes s'en vont. Vous savez, c'est plus dur pour ceux qui restent que ceux qui partent. Je l'admets, j'en viens à ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a convaincu de vous en parler. J'ai fait des allusions, des petites allusions récemment. Je suis rendu là. Malheureusement, je sais que je vais en décevoir quelques-uns. Peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais je suis en train de faire une démarche. Puis le fait que Thérèse soit partie, ça renforcit davantage mon goût, mon désir de quitter ce monde-là. Puis c'est à cause que il y a beaucoup de choses dans le monde qui vont de travers. Dans le passé, ça a pris 10 ans avant que la loi passe, la nouvelle loi qu'on a au Québec, on l'a eu au Québec avant le reste du Canada, sur la mort dans la dignité. Je vais enlever mes lunettes parce que c'est trop dur. Sur la mort dans la dignité. J'ai travaillé là-dessus, c'est moi qui a une dizaine d'années qui a commencé à proposer à des gens qui allaient en commission parlementaire la possibilité de permettre à nos gens qui souffrent dans les hôpitaux de pouvoir mourir dans la dignité. Puis là, ben, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont décédés. Puis une des raisons pour lesquelles que j'aurais aimé que le curé me dise oui ce matin, j'aurais préféré vous dire ça dans le lieu de culte. J'aurais préféré vous dire ça dans la maison de Dieu parce qu'il y avait comme un appel à l'intérieur de moi qui me disait, parce que j'ai pas de lieu tranquille pour tourner mes vidéos à Québec, j'en ai plus. Ben, va voir le curé, puis demande pour tourner ça à l'intérieur de l'église. C'est ça que ça me disait. Là, je vous dis ça, dehors, à la porte de l'église. Dommage. Je me sens encore plus exclu. Mon église, mon Dieu, que je ne peux pas les rencontrer. Puis là, ben, je dis pas que je vais le faire. C'est pas un suicide, là. OK? Ceux qui partent au suicide, là, puis qui partent avec des fausses idées, partez pas avec ça. Je suis allé voir un psychiatre, je suis allé voir un psychologue, j'ai parlé de ça. Ils ne peuvent pas me contredire, c'est légal. Et il y a quelques pays dans le monde, j'en connais 2. J'ai déjà pris des arrangements avec ces gens-là, ça ne sera pas au Canada que ça va se faire, où on a le droit de demander à mourir, disant la dignité, de partir, de quitter ce monde-là quand on sent que notre vie est accomplie. Puis moi, ben, tous mes proches, tous mes amis sont maintenant disparus. Mes proches le savent, ce que je vous dis là. Là, j'en parle publiquement. Je suis rendu là. Ça peut arriver que, dans les prochaines semaines,
Dans les prochains mois, je quitte ce monde. Je peux le quitter ici aussi, j'ai une façon de le quitter, j'attends que le gel commence. Vous allez en entendre parler avant et après. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a installé un serveur à Las Vegas, qui est installé présentement. On a commencé à héberger les différents matériels que j'avais, les événements audiovisuels, les enregistrements audio. Il y a beaucoup de stock sur moi qui va être hébergé par ce serveur-là. C'était dans un, si on peut dire, un data center avant. Alors, on sait que les data centers, c'est des compagnies indépendantes. On ne sait jamais quand est-ce que ça va cracher. Alors, il y a beaucoup de legs là-dedans, il y a beaucoup de choses. Ceux qui veulent tourner un film, ça peut arriver qu'on tourne un film sur moi. J'en ai donné la permission par contrat à des journalistes qui sont au courant de la chose. Et puis, je voulais arrêter de m'alimenter. J'ai fait des jeûnes, je voulais m'arrêter de m'alimenter et de boire, mais ça va être trop dur. Parce qu'après 8-10 jours, selon mon état de santé, j'estime à 8-10 jours le moment où je vais décéder après avoir arrêté de manger et de boire, et ça va être très souffrant pour les reins. J'ai vécu une affaire récemment, là, puis ça a un peu rapport avec ça. C'est là que j'ai renversé mon choix. Et là, justement, tout ce que je fais récemment depuis une dizaine de mois, d'avoir fondé justement une page YouTube que j'avais déjà, mais que j'alimentais à peu près pas. C'était bien plus pour aller lire qu'autrement. Des vidéos. Mais là, je fais des vidéos. Je suis devenu un producteur, un créateur, qu'on dit à YouTube. Bon, toutes les publications que je fais, j'ai commencé à le faire parce que je veux faire une différence. Là, j'essaie la dernière chose. C'est le dernier coup de barre que je donne dans la vie. Et j'ai des résultats surprenants, étonnants. Ça peut arriver que je décide de continuer. Mais jusqu'à présent, si ça ne change pas, si on continue à martyriser les animaux sur la terre comme on le fait, si on continue à détruire nos églises, si on continue à laisser mourir les vieux ou à abandonner les vieux dans des foyers, si on continue à altérer la terre de cette façon-là, moi je lève les feuilles. Ce que j'avais à faire est fait. Plus ça va, plus je m'aperçois que les gens que je connaissais, que j'aimais, que j'affectionnais sont partis. J'en ai même parlé brièvement à Jean, le fils de Thérèse, mais il dit pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je sens que ma vie est accomplie et que j'ai plus rien à foutre ici. J'ai parlé à mon associé hier, puis je lui ai dit. Puis je lui ai dit, parce que lui, je ne le nomme pas tout de suite, il m'a fait bien du tort. C'est un peu lui qui a occasionné ça aussi, ce désir de quitter, suite à la dispersion de mes biens. J'ai plus accès à mes biens. Je suis plus capable de jouir de mes biens. J'ai un beau gros domaine, puis je ne peux pas jouir de mes biens. Fait que ça donne quoi? Je suis plus heureux, je suis plus... Ce que j'avais à accomplir est accompli, puis... Sauf qu'avec les vidéos, puis avec ce que je suis en train de faire, avec une différence qui va être plus marquée qu'une personne, il y a une couple de personnes qui m'ont dit « Paulo, tu m'as aidé. » Il y en a un qui me l'a dit en fin de semaine. « Paulo, tu m'as aidé, c'est important. » C'est pas une raison de rester. Je crois que non. Moi, je veux que les choses changent. Je suis écœuré de rester latent, de rester végétatif devant tant de destruction, devant tant de discorde qui mènent jusqu'à la guerre, et les guerres sont basées souvent sur des bases religieuses. Fait que si ça ne change pas, mesdames, messieurs, la première méthode que j'ai, et ça va être filmé, tout va être filmé, je vais m'en aller à quelque part, puis je vais me laisser geler. Je vais partir dans les 12 à 20 heures qui vont suivre, le moment où je vais m'asseoir dans le bois quelque part, avec un froid de moins 30 et plus. Ça, c'est la façon la plus plausible. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je ne me suicide pas dans le sens que je ne me pends pas, je ne me rouvre pas les veines. Je veux partir dans la paix, dans l'amour, et j'ai le droit de refuser de m'alimenter. J'ai le droit de refuser la chaleur. C'est un droit qu'on a. Mon bâtiment principal dans lequel j'habite au domaine n'est pas chauffé. Je n'ai pas le chauffage. Puis je ne le veux pas. La raison, c'est ça.
Sauf que si je juge que c'est trop souffrant, je prends un avion, puis je m'en vais dans une de ces deux régions où, lorsque tu sens que ta vie est accomplie, tu peux demander une injection létale. C'est la deuxième façon. Ça me fait beaucoup de peine de quitter le monde, mais c'est un déménagement. Je ne suis pas un suicide, puis je demande aux gens de ne pas paniquer. C'est mon choix. Ça, c'est un ami qui m'a dit d'arrêter de vous mentir, puis qui m'a dit de... Dis-les donc, parce que j'ai dit que ma chaîne est là pour rester. Puis c'est vrai que si je fais une différence, si ça continue comme ça, parce que c'est bien parti, oui, je vais rester. Puis il y a mon associé qui veut corriger la situation. Mon associé le plus proche, que je nomme pas, mais qui m'a fait beaucoup de tort, de par sa négligence. Il m'a rencontré hier soir, puis il m'a dit Paulo, ça va me faire de la peine si tu meurs. Faut pas, puis là, ben, on va faire ci, puis on va faire ça. Va-t-il le faire? Je le sais pas. Je te nomme pas, mais je pense que tu m'écoutes parce que ça m'a l'air pas mal au courant de bien des choses. Je pense que tu écoutes mon YouTube ou tu écoutes via Facebook. Je ne sais pas, moi, tout est public. Tout le monde peut écouter ce que je produis. Et d'ailleurs, c'est le but. Si on veut faire une différence, il ne faut pas aller mettre ça en privé. Hein? Fait que, moi, je te dis, si tu veux faire de quoi, fais-le vite. Fais-le vite parce que j'ai le pied sur le seuil de la porte de l'église pour traverser jusqu'à Thérèse. Quand je vais le faire, je ne le sais pas, je ne prémédite rien. Quand je vais sentir que ça va être le moment, ça peut arriver, mesdames, messieurs, que je quitte ce monde, que je déménage dans l'autre monde. Parce que je suis écœuré de tout ce qui arrive de déplaisant sur la terre. Puis je suis tanné de perdre mon temps avec des gens qui ne pensent qu'à la guerre, qu'à la violence, qui font souffrir nos animaux. Nos animaux sont tout petits, ne sont pas capables de se défendre, puis il y a des enfants de chiennes qui les maganent. Je suis plus capable de voir ça, moi. Je suis plus capable de voir des enfants maltraités, de voir des maris battre leurs femmes, d'entendre parler qu'il y a eu un meurtre à Montréal-Nord, d'entendre parler qu'il y a un meurtre à Verdun, qu'il y a un autre meurtre à Hochelaga-Maisonneuve, d'entendre parler que la police a brutalisé telle ou telle personne, que la police a abusé de ses pouvoirs à Québec à tel ou tel endroit. Ma dernière carte, je la joue en faisant des vidéos. Je la joue en vous parlant. Je la joue en étant sur la radio internationale et la télé internationale. J'y vais avec plus d'ardeur ces derniers temps. J'ai produit beaucoup de choses. Mais c'est ça. C'est pour faire une différence. Si je fais une différence, je vais continuer. Si j'ai ma raison d'être. Mais pour le moment, tout ce que je fais est installé sur le serveur là-bas, à Las Vegas, pour servir d'héritage après ma mort. Pour que les gens se souviennent de ce que Paulo a fait durant sa vie pour essayer de faire un effort ou essayer de créer un changement. Fait que je ne suis pas mort encore, mais je vous le dis, je ne veux pas que personne soit surpris si ça arrive. Vous savez, c'est comme la mort de Thérèse. Quelqu'un me dit, Paulo, la mort, ça fait partie de la vie. Hey, c'est la mort. C'est pas la vie. Ça ne fait pas partie de la vie. Ça en est un problème au niveau de la langue. On a une loi 101, ça a sacré les compagnies dehors. On veut faire un pays avec ça. Notre loi 101 était tellement agressive que tous les anglophones qui nous donnaient de l'ouvrage ont sapré leur camp. Ils ont laissé le Québec tout seul, avec notre maudite loi 101. On a une loi pour défendre notre langue qui nous a causé des préjudices infinis au niveau des affaires, au niveau du commerce. Puis on n'est même pas capable de le parler comme du monde. Je ne veux plus jamais entendre ça. Depuis quand que la mort fait partie de la vie? C'est possible? Ça n'est une faute de français. Il y a une façon de formuler un texte, autant à en parler qu'à l'écrit. Dites donc plutôt que la mort est une réalité. Ce sera peut-être mieux un petit peu. La mort est une réalité dans le sens que la mort est là. Elle fait partie de notre quotidien. Mais arrêtez de dire que la mort fait partie de la vie.
vous faites une mauvaise entorse au français, pas à peu près. La mort est une réalité. La mort, c'est la mort. Elle ne fait pas partie de la vie. C'est l'arrêt de la vie. En attendant, moi, je continue. J'ai encore quelques semaines, quelques mois. Ça peut arriver que je prenne un avion pour plus jamais revenir. Il y a des gens qui m'attendent, qui sont au courant de mes désirs, de mes intentions. J'ai juste à quitter le Canada, à m'en aller là-bas, puis à demander mon injection létale, parce que je sens et j'ai le sentiment que ma vie est accomplie, puis j'ai plus rien à faire. Si j'ai quelque chose à faire, mesdames, messieurs, je vais le faire, puis je vais continuer. Dépendamment aussi de ce que mon associé va faire. Je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des biens. Il y a un vol d'environ 50 000 $ que j'ai vécu, qui m'ont départi de choses précieuses, inestimables, que l'argent ne peut pas acheter. Mes choses, mon matériel, mon stock est loin de moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Puis la mort de Thérèse en fin de semaine, symboliquement, m'a comme fait le signe de continuer à aller dans la voie dans laquelle je m'en vais. Mais je ne veux plus, comme mon ami m'a dit, là il dit, tu dis que ta chaîne va continuer, puis que ta chaîne YouTube est là pour rester, puis voyons, il dit, tu es en train de te préparer à la mort. Il dit, c'est quoi ça? Il m'a fait la morale un peu, mais il avait raison. Puis quand on fait quoi de public comme ça, je pense que c'est un peu ma vie. J'ai une vie privée. Il y a une vie privée, t'as entendu, que je ne mentionne pas, là. Mais il reste que vous faites un peu partie de ma vie en tant que téléspectateur, en tant qu'auditeur. Et j'ai des statistiques qui sont rentrées. C'est extraordinaire ce qui arrive. Puis si je fais une différence plus que dans la vie d'une personne, c'est-à-dire si je fais une grosse différence, je veux que la différence soit grosse. Je suis exigeant, hein? C'est pas pour être déplaisant, là. Je veux que la différence soit grosse, se démarque du reste pour être capable de dire, mais là, je sers à quelque chose. Je ne vais pas faire une différence pour une seule personne. Je ne vous dis pas que ça ne vaut pas la peine, là, OK? C'est pas ça que je vous dis. Je veux faire une différence dans le quotidien de beaucoup de gens. Mais ce qui m'incite à partir encore plus, c'est que je suis tanné de voir les animaux souffrir. Les animaux, c'est comme des enfants, ils sont tout petits. Il y en a des gros, là, mais c'est pas à cause qu'un ours est gros qu'il est fort. Il n'est pas plus fort que nous autres avec nos maudits fusils. Je suis tanné de voir la destruction de l'air que je respire, la pollution de l'eau que je bois. Puis j'ai beau dire que je vais accepter ce que je ne peux pas changer, puis changer ce que je peux changer, là. Puis il y a bien des choses que je ne peux pas changer, puis on s'en va tout droit dans le mur. Le Québec s'en va dans le mur, puis il n'y a pas juste le Québec qui s'en va dans le mur. J'ai pas envie d'avoir de la misère inutile parce que nos politiciens ont fait des niaiseries, parce que notre police ont fait des niaiseries, puis se sont appropriés des droits qu'il n'y avait pas. Ils ferment les yeux sur le vrai crime parce qu'ils ont peur, puis ce qui n'est pas tout à fait légal, mais qui est un mal nécessaire, ben, on donne un gros coup de barre là-dedans, puis là, on se pète les bretelles, puis hey, on est puissant, hein? On a fermé un magasin de potes, ben oui. 2 gars en arrière du comptoir, 10 voitures de police, 20 policiers, plus 3-4 enquêteurs, plus 5-6 gars d'identité judiciaire. T'arrives à une armée pour fermer un magasin de potes, puis il y a 2 personnes dans le comptoir, en arrière du comptoir. Ah, c'est bien brave, hein? Vous avez fermé Thérèse, une madame de 80 ans. Il y a eu 25 chars de police cette fois-là. 25 chars de police et 50 policiers, là. Je m'en rappelle, j'étais là. Fait que toute la police de la région de Québec, une bonne nuit, ont fait une descente chez Maman Thérèse, une vieille de 80 ans qui vendait sa bière légèrement plus cher que ce qu'elle paye pour payer le chauffage puis payer le logement. Puis payer les frais courants pour permettre de continuer à recevoir ses amis. Ah, vous êtes bien puissant, la police de Québec, hein? C'est puissant, ça, hein? Il y avait peut-être 12 clients en place, puis Maman Thérèse, parce que Michel n'était pas là à cette époque-là. Maman Thérèse qui était assise sur une chaise en robe de chambre. Il
Il y a 4 policiers qui sont partis avec dans la chambre. Puis ils l'ont questionné, puis ils ont fait un interrogatoire de je ne sais pas combien de temps, ils l'ont épuisé. Elle a failli en mourir. Ah! Vous êtes fort, la police de Québec, hein? C'est pour toutes ces raisons-là, madame, messieurs, que moi je suis à la veille de claquer à la porte. Puis d'aller dans l'autre monde, au cas où ce serait meilleur. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a l'autre bord encore. Ça va être une découverte pour moi. Mais je prends le risque de déménager. C'est un déménagement sans camion. C'est un déménagement où le coffre-fort ne suit pas le corbillard. De toute façon, c'est pas si riche que ça. Mais peut-être que j'aurai une chance d'avoir enfin une vie meilleure à l'autre bord. Mais la porte que je vais traverser, je sais que je ne peux plus revenir ici. C'est comme la porte d'église que les employés de la fabrique ont fermée. Quand tu la traverses, tu ne rentres plus. Tu ne rentres tellement plus que le curé m'a démontré que j'avais plus d'affaires dans la maison de Dieu. J'avais plus d'affaires dans la maison de Jésus. Le curé de Saint-Sauveur, qui m'a démontré, hors de tout doute ce matin, que Paulo a plus d'affaires dans sa maison. Des mesures d'avoir confiance au clergé après, de refaire confiance à l'Église. Si je ne peux plus faire confiance à l'Église, dans l'autre monde, peut-être que le vrai Dieu va m'accueillir, si toutefois il existe. Parce que je suis rendu à un point où j'en doute. Si Dieu existait, pensez-vous qu'il laisserait tout faire ça? Toutes ces idioties-là, pensez-vous qu'il fait? Alors ça y est, je vous l'ai dit, mais je continue à vivre. Là. Je ne suis pas mort encore. Là. Hein? Je vous dis juste ce que je ne vous disais pas, puisqu'on m'a demandé de vous dire. Puis je calcule que mon ami, quand il m'en a parlé, il avait raison. Mais je ne vous fais pas mes adieux parce que vous allez m'entendre encore. Je voulais simplement vous parler de ça pour que vous sachiez que si ça arrive, ben, pour pas que vous disiez, ou que certains disent, ben, il était fou, ou il y avait un problème, ou que quelqu'un me dise que j'ai besoin d'un médecin. Je suis allé voir un psychiatre et un psychologue, je leur ai parlé de ça, puis ils ont trouvé que c'était bien sensé. C'est bien sensé parce que c'est logique. Je sens que ma vie est accomplie, puis dans certains pays, on peut demander l'injection létale quand on est conscient que notre vie est accomplie et qu'on n'a plus rien à foutre. Je vous reparlerai peut-être pas de ça, là. Jusqu'au jour où je vais peut-être partir. Peut-être pas non plus. Je vais peut-être rester aussi, là. Si je fais une différence, puis je sens que je suis bien là-dedans, c'est pour ça que je fais cet effort-là, là. Mais là, vous allez continuer à m'entendre. On verra. Vogue la galère ou vogue la vie. Bonne journée, mesdames, messieurs. Au plaisir.